Dans une petite ville du sud de la France, dans la nuit du 1er octobre 2025, une lueur inexplicable embrasa soudainement la chambre d'un enfant paralysé. À travers les rideaux épais, des voisins diront plus tard avoir aperçu cette clarté étrange, irréelle, comme tombée d'un autre monde. Ce qui se produisit à l'intérieur de ce modeste appartement bouleversa bientôt tout un quartier, puis une communauté entière, ébranlant les certitudes et défiant toute explication rationnelle. Cette histoire commence avec un enfant de 9 ans, une foi patiemment cultivée et un événement qui allait transformer des vies pour toujours. Aucun expert n'apporterait d'explication convaincante. Aucune caméra n'enregistrerait la scène. Pourtant, des dizaines de témoins verraient l'impossible se déployer devant leurs yeux. Lucas Moreau, 9 ans, habitait avec sa mère Céline au 2e étage d'un vieil immeuble situé au 47 rue de la Méditerranée, à Montpellier. 3 ans plus tôt, un accident de voiture sur l'autoroute A9 avait emporté la vie de son père et brisé définitivement sa colonne vertébrale. Les médecins avaient été clairs, lésion complète au niveau L2, aucune chance de remarcher. Sa chambre s'était dès lors réduite à l'horizon de son monde. Les murs, peints jadis d'un bleu tendre, avaient perdu leur éclat. Des piles de livres reposaient au pied du lit, refuge dans l'imaginaire, romans d'aventure, biographies de saints, encyclopédies sur les cathédrales et les châteaux. Accrochés au mur avec du scotch jauni, des dessins maladroits mais passionnés qu'il avait réalisés, Chartres, Notre-Dame avant l'incendie, la basilique de Lourdes. Sur la table de nuit, un vieux chapelet au grain poli par les années voisinait avec une lampe de chevet et un verre d'eau. Dans un coin, le fauteuil roulant plié attendait, témoin silencieux de son immobilité. Au dos de la porte, un poster fané de l'équipe de football de Montpellier lui rappelait les rêves d'une autre vie, avant l'accident, quand il rêvait de courir sur les terrains. Sa mère, Céline, travaillait de nuit comme infirmière aux urgences de l'hôpital Saint-Éloi. Chaque soir, elle partait à 20h et ne revenait qu'au matin, le cœur serré de devoir laisser son fils seul. Mais il fallait tenir, chaque euro gagné servait aux soins spécialisés, aux équipements, aux séances de kinésithérapie. Avant de partir, elle l'installait avec une tendresse infinie, oreillers ajustés, téléphone à portée de main, verre d'eau rempli. Puis, elle posait un baiser sur son front, humant l'odeur enfantine de son shampoing à la pomme verte, et murmurait toujours la même prière, « Protège-le, Seigneur, veille sur lui en mon absence. » L'appartement sentait la lavande, comme un parfum obstiné de Provence que Céline diffusait pour apaiser les nuits. Les meubles anciens, le parquet grinçant, les radiateurs métalliques. Tout y respirait la modestie mais aussi un amour immense. Ce soir-là, le ciel était bas et gris. Depuis 3 jours, la pluie frappait contre les vitres, et l'air d'automne s'était brusquement refroidi. Dans la rue, les passants pressaient le pas, col relevé, fuyant les bourrasques. Lucas, lui, était resté dans son lit, le chapelet serré entre ses petites mains usées par les années de fauteuil. Cet objet lui venait de sa grand-mère Marguerite, morte l'an passé d'un cancer. Sur son lit de mort, elle l'avait remis à son petit-fils en murmurant « Prie, mon petit, prie toujours ». Tandis que la télévision du salon déversait des nouvelles anxiogènes, crise économique, manifestations à Paris, tensions au Moyen-Orient, hiver précoce annoncé et Lucas fermait ses oreilles au monde. Chaque soir, il priait longuement. Pas pour lui-même. Jamais pour demander à marcher. Ses prières allaient à sa mère, pour effacer sa fatigue, à Sophie la petite leucémique, à Thomas en attente de greffe, à Emma orpheline, aux sans-abri croisés depuis la fenêtre, aux réfugiés entrevus au journal télévisé. Son cœur d'enfant portait une compassion rare, plus vaste que la plupart des adultes n'en connaîtraient jamais. À 22h30, alors que ses doigts glissaient sur le 5e grain d'une dizaine, l'air de la chambre changea soudain. Plus dense, plus chaud. Les bruits de la rue s'éteignirent, le tic-tac de l'horloge ralentit, la pluie sembla suspendre sa danse. Comme si un voile invisible isolait l'appartement. La lampe de chevet clignota, puis se stabilisa en émettant une lueur plus vive. Lucas ouvrit les yeux un instant, sourit, puis les referma, croyant à une fantaisie de l'électricité défaillante. Mais ce qui se préparait dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Au-dessus, Madame Dubois, 68 ans, sortait arroser ses géraniums, comme chaque soir. Son peignoir rose élimé, ses pantoufles en laine. La pluie avait cessé, l'air était frais. Elle leva les yeux au ciel, puis baissa machinalement le regard vers la fenêtre de Lucas. Son cœur manqua un battement. De la chambre s'échappait une lueur dorée, douce, vibrante. Rien de comparable aux lampes électriques. La lumière semblait couler comme un liquide, pulsant doucement comme un cœur vivant. « Philippe »
appela-t-elle d'une voix tremblante. Son mari, ancien professeur de physique, arriva en maugréant. Mais en voyant la scène, il demeura pétrifié. L'homme de science tenta d'abord d'expliquer, un reflet, un halogène, mais rien ne correspondait. Il sortit son téléphone. Écran noir. Batterie morte. Même phénomène pour sa tablette. Tous les appareils semblaient neutralisés. Alors il resta là, bouche close, témoin malgré lui d'un mystère qu'aucune équation ne pouvait contenir. Peu à peu, d'autres voisins s'arrêtèrent. Monsieur Chen, épuisé par 14 heures passées derrière les fourneaux de son restaurant, oublia sa fatigue en levant les yeux. Madame Ferrat, infirmière, observa depuis sa voiture et constata elle aussi l'impossible. Tous voyaient la même lumière dorée, vibrante, apaisante. Dans sa chambre, Lucas sentit une chaleur naître en lui, s'étendre dans ses bras, ses jambes inertes, jusqu'à l'extrémité de ses doigts. Le chapelet vibrait faiblement entre ses mains. Les murs eux-mêmes semblaient respirer, les dessins d'églises accrochés devenant plus nets, plus lumineux. Alors, ses yeux s'ouvrirent d'eux-mêmes. Devant lui, dans la clarté dorée, une forme se dessinait lentement, comme une photo qui prend vie dans une chambre noire. Une femme, d'une beauté inhumaine, vêtue d'un manteau bleu profond, saturé de ciel et d'océan. Ses mains jointes en prière, son visage rayonnant d'une douceur infinie. Lucas sut immédiatement qu'il était devant quelque chose de sacré. Aucune peur, mais une paix si intense qu'il en eut les larmes aux yeux. Dehors, Madame Dubois porta une main à sa bouche, sanglotant sans comprendre. Ses tentatives de photographier l'apparition échouèrent, comme celle de Philippe. Rien d'électronique ne fonctionnait. Le silence s'épaissit dans la rue. Tous les regards convergeaient vers cette chambre où le surnaturel se déployait, tangible, irréfutable. Ce soir-là, dans un appartement ordinaire de Montpellier, un enfant paralysé, une mère fatiguée, des voisins incrédules et une communauté entière furent témoins de ce que nul mot ne saurait pleinement décrire, l'irruption de la lumière au cœur de la nuit, bouleversant à jamais le cours de leur vie. C'était comme si cette présence mystérieuse refusait d'être capturée par la technologie moderne, comme si elle voulait demeurer dans le seul domaine de la foi, des yeux et des cœurs humains. Monsieur Chen, troublé, avait sorti une chaise pliante de sa voiture et s'était assis sur le trottoir, décidé à ne pas partir tant qu'il n'aurait pas compris ce qui se passait. Peu à peu, d'autres voisins sortirent de leurs appartements, attirés par la lumière inhabituelle ou appelés par ceux qui l'avaient déjà aperçue. Un petit attroupement se forma dans la rue, grossissant minute après minute. À l'intérieur de la chambre, la silhouette lumineuse se tenait exactement à 2 mètres du lit de Lucas, mesure que Philippe, le physicien du quartier, confirmera plus tard. Elle ne bougeait pas d'un millimètre, mais emplissait chaque parcelle de l'espace de sa présence écrasante et douce à la fois. C'était comme si la chambre elle-même avait changé de nature, comme si murs, sol et plafond vibraient d'une énergie invisible mais palpable. Lucas, serrant son chapelet, avait les doigts figés sur le 14e grain de la 3e dizaine. Muet, non par peur mais par révérence instinctive, il demeurait immobile. Les mots, dans ce moment, auraient été profanation. Alors, un silence absolu s'installa, un silence plus réel que l'absence de bruit. Même les sons de la rue s'étaient éteints, comme effacés de l'univers. Les voitures qui, d'ordinaire, passaient rue de la Méditerranée, avaient disparu. Le tic-tac familier de l'horloge du salon s'était arrêté à 22h37. Le monde extérieur semblait suspendu, comme si cet instant appartenait à une autre dimension, où les lois de la réalité ne s'appliquaient plus. Philippe, du haut de son balcon, réalisa que sa montre automatique, fidèle depuis 20 ans, s'était également figée. Le mécanisme suisse, indestructible, s'était tu. La figure lumineuse fixait Lucas avec une tendresse incommensurable. Ses yeux, difficilement discernables dans la clarté dorée qui l'enveloppait, émanaient un amour infini. C'était l'amour maternel démultiplié à l'infini, l'amour originel, celui qui avait engendré les étoiles et mis l'univers en équilibre. Lucas sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Elles n'étaient ni de tristesse, ni de douleur, elles jaillissaient d'une joie pure, d'une beauté insoutenable. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Éloi, à 4 kilomètres de là, Céline, la mère de Lucas, fut saisie d'une urgence étrange. Elle aidait à suturer un patient blessé dans un accident de moto, quand ses mains, d'ordinaire stables, se mirent à trembler. Le médecin s'en inquiéta, mais elle répondit vaguement. L'intuition la transperçait de plus en plus fort, quelque chose arrivait à Lucas. Ce n'était pas la peur banale d'une mère inquiète, c'était un appel, silencieux, impérieux, qui traversait les kilomètres pour atteindre son cœur.
Elle jeta un regard à l'horloge des urgences, 23h15. Son service finirait à 6h. Impossible de partir. Elle tenta de se concentrer, mais l'urgence intérieure s'amplifiait, presque insupportable. Dans la rue, devant l'immeuble de Lucas, l'assemblée avait grossi, une vingtaine de personnes désormais, certaines encore en peignoir, d'autres arrêtées par hasard, tout hypnotisées par la clarté. Monsieur Chin avait apporté une seconde chaise pour Madame Ferreira, infirmière à la retraite, qui s'assit à ses côtés. Deux étrangers, unis désormais par ce spectacle. Aucun mot ne franchissait leurs lèvres. Les mots semblaient impuissants. La lumière, dans la chambre, pulsa soudain plus fort, comme un cœur battant. Chaque pulsation envoyait une vague de chaleur qui traversait les vitres, effleurait les visages en bas, apaisait les corps malgré le froid d'octobre. Madame Ferreira remarqua alors que son stéthoscope, toujours autour de son cou, brûlait presque. Surprise, elle le retira et le posa sur ses genoux. Le métal continua de chauffer avant de se refroidir. Lucas, lui, tenta par réflexe de bouger ses jambes. Des milliers de fois il avait tenté, en vain. Encore une fois, ses orteils restèrent immobiles, ses genoux figés. Mais pour la première fois depuis 3 ans, il ne ressentit aucune amertume. Pas de colère, pas de tristesse, une paix inédite l'envahit. Comme si la présence lui disait, sans un mot, que ce moment ne concernait pas ses jambes. Alors, la silhouette leva lentement sa main droite dans un geste de bénédiction. Pas un ordre, pas une injonction, une caresse invisible, un réconfort ineffable. L'enfant sentit son cœur prêt à éclater tant l'amour reçu dépassait toute mesure humaine. À cet instant, Céline, guidée par l'intuition, abandonna son service et courut. Son souffle haletant se mêlait à ses pas précipités. Elle gravit les marches de l'immeuble, poussa la porte de l'appartement plongé dans l'obscurité, et s'avança dans le couloir. La lumière dorée filtrait sous la porte de la chambre de Lucas. Tremblante, elle entra. La scène la transfigura, son fils, rayonnant, les yeux fixés devant lui, baignait dans une clarté irréelle. Ses lèvres remuèrent faiblement, comme pour dire « Maman », mais sans briser le silence sacré. Céline s'agenouilla, incapable de détourner le regard, les genoux douloureux contre le parquet, mais indifférente à tout sauf à cette lumière. Mère et fils partagèrent un instant d'une intensité qui effaçait le temps. Rien n'était dit, et pourtant tout était communiqué d'âme à âme, de cœur à cœur. Lucas sentit une transformation naître en lui. Pas dans ses jambes, non, mais au plus profond de son être. La douleur, la frustration, l'amertume accumulée s'effaçaient comme neige au soleil. Restait une acceptation lumineuse, il n'était pas défini par son handicap. Sa valeur ne dépendait pas de sa mobilité, mais de son existence même. Il comprit alors que sa prière avait été entendue, mais d'une manière plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas un miracle de chair qu'il avait reçu, mais un miracle de sens. Sa souffrance, désormais, devenait semence d'espérance. Céline, elle aussi, connut une libération intérieure. 3 ans durant, elle avait porté le poids écrasant de la culpabilité, c'était elle qui conduisait le jour de l'accident, elle qui avait survécu, elle qui avait perdu son mari, condamné son fils à la paralysie. 1000 fois elle s'était torturée et si, 1000 fois elle avait nourri colère et rancune. Ce soir-là, tout cela fondit peu à peu. Comme la glace sous un soleil printanier, son amertume se dissolvait, laissant place à une paix inattendue. Elle ne comprenait pas, son esprit rationnel se débattait contre l'absurde. Mais son cœur, lui, savait. Une force bienveillante, immense, les enveloppait. Pour la première fois depuis l'accident, elle ne se sentait plus seule. Peu à peu, la lumière commença à se retirer, doucement, comme un coucher de soleil au ralenti. Les contours s'effaçaient, mais la chaleur persistait. Lucas, la main tendue vers l'éclat qui disparaissait, garda dans son regard l'empreinte éternelle de cet amour absolu. Et lorsque la clarté se dissipa complètement, il restait, dans cette modeste chambre de 12 mètres carrés, quelque chose d'invisible mais de plus réel que les murs eux-mêmes, une certitude, une paix, une force nouvelle qui ni le temps ni l'oubli ne pourraient effacer. Cette nuit-là, Lucas et Céline n'avaient pas reçu le miracle qu'ils espéraient. Ils avaient reçu mieux, un miracle intérieur, capable de transformer une vie entière. Et le petit appartement de la rue de la Méditerranée devint, le temps d'un instant suspendu, le centre d'un univers transfiguré par la lumière. Un geste spontané, presque instinctif, jaillit de Lucas. Son petit bras s'étendit comme pour retenir cette présence insaisissable, pour prolonger,
ne serait-ce que de quelques secondes, cet instant hors du temps. Mais presque aussitôt, il laissa retomber son bras. Sans qu'on le lui dise, il comprit. Les enfants possèdent parfois cette intuition mystérieuse, il savait que l'expérience touchait à sa fin, que certaines manifestations, précisément parce qu'elles sont intenses, sont vouées à être brèves. Tout a une durée juste, un rythme secret, ni trop court ni trop long. Et ce qui avait eu lieu avait eu exactement le temps qu'il fallait. Dans les dernières secondes, avant que la lumière surnaturelle ne s'éteigne et que les ampoules ordinaires ne reprennent leur éclat habituel, Lucas et sa mère, Céline, sentirent une paix si totale qu'elle dépassait tout ce qu'ils avaient jamais connu. C'était comme si une bénédiction invisible s'était posée sur eux, sur leur lien indéfectible, sur leur modeste appartement, sur leur existence difficile mais baignée d'amour. Ils ne seraient plus jamais les mêmes. On ne traverse pas une telle épreuve et demeure inchangé, quelque chose s'était transformé à la racine de leur être. Peu à peu, la chambre retrouva son visage familier. Les livres empilés près du lit n'étaient plus que des livres, les dessins punaisés au mur redevenaient de simples feuilles de papier coloriées. Le chapelet glissa sur les genoux de Lucas, c'était toujours le même objet de bois, mais désormais il portait un poids nouveau, celui du témoignage silencieux de ce qui s'était accompli. Pourtant, dans l'air, subsistait une présence subtile, insaisissable pour les machines mais perceptible au cœur. Comme un parfum qui reste longtemps après le départ de celui qui le portait, une empreinte invisible avait consacré cette pièce. Jamais plus elle ne serait vraiment ordinaire. Céline se releva lentement, les genoux endoloris par le parquet dur. Elle s'approcha du lit avec une sorte de solennité instinctive, comme si elle évoluait dans un sanctuaire. Elle prit Lucas dans ses bras, le serra contre sa poitrine et sentit les battements de son petit cœur répondre aux siens. Alors, tous deux éclatèrent en larmes. Non pas des larmes de peine, mais de gratitude, de soulagement, d'une joie brute jaillie du fond de l'âme. Des larmes qui nettoient, qui purifient, qui guérissent. Ils restèrent ainsi enlacés, peut-être 10 minutes, peut-être 20. Le temps n'avait plus de sens. Et nul mot n'était nécessaire, ce qu'ils venaient de vivre dépassait le langage. Quand enfin ils descendirent retrouver les voisins massés devant l'immeuble, il était 23h53. Céline portait Lucas dans ses bras. Il avait 9 ans, pesait 30 kilos, et depuis longtemps elle ne le portait plus. Mais ce soir-là, elle sentait que c'était ainsi qu'ils devaient apparaître, ensemble, unis, témoins vivants de l'événement. Dans la rue, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les téléphones, redevenus subitement fonctionnels après l'étrange phénomène, avaient saturé de messages. Une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées, certaines venues de rues voisines. Monsieur Chen, assis depuis des heures sur sa chaise pliante, se leva dès qu'il aperçut la mère et l'enfant. D'un geste respectueux, il ôta son bonnet de cuisine. Sans un mot, il inclina la tête, ses yeux reflétant une émotion rare. À ses côtés, Madame Dubois accourut, couvrant Lucas d'une chaude couverture de laine et servant à tous de la tisane fumante. Ces gestes avaient la délicatesse maternelle de ceux qui savent ce dont une âme meurtrie a besoin. Philippe, l'ancien professeur de physique, restait un peu en retrait. Lui qui avait passé 40 ans à défendre des lois immuables, à expliquer chaque phénomène par des causes rationnelles, se trouvait confronté à ce qui défiait ses certitudes. Il observait l'enfant non plus avec scepticisme mais avec une curiosité mêlée de respect. Les voisins arrivaient encore, attirés par le récit qui circulait. La boulangère avait fermé boutique, le facteur était venu directement après sa tournée. Tous formaient une foule étonnamment silencieuse, comme à l'entrée d'une église invisible. Lucas, timide, se blottit davantage contre sa mère. Elle le rassura doucement, consciente qu'il n'avait jamais demandé à être au centre d'un tel regard collectif. Un jeune inconnu, sac à dos sur l'épaule, observait de loin. Son allure laissait deviner une vie difficile. Pourtant, ses yeux fixés sur Lucas brillaient d'une intensité singulière, comme si quelque chose en lui s'éveillait. L'air de la nuit était froid, mais autour de Céline et Lucas, une chaleur subtile semblait circuler, une bulle invisible qui attirait ceux qui se rapprochaient pour l'éprouver. Philippe, incapable de contenir son réflexe de chercheur, sortit un carnet et nota tout, l'heure, les conditions météorologiques, les réactions. Il savait pourtant que rien de ce qu'il écrirait ne saurait saisir l'essentiel. Bientôt, certains voisins osèrent demander timidement s'ils pouvaient toucher Lucas, comme pour partager un peu de la grâce entrevue. Céline hésita, craignant qu'on ne transforme son fils en objet de vénération. Mais dans les yeux de ces gens, elle vit une soif sincère. Elle se tourna vers Lucas, qui hocha doucement la tête. Alors, un à un, les habitants s'approchèrent,
touchant son épaule ou sa main avec une infinie délicatesse. Certains priaient à voix basse, d'autres laissaient couler des larmes. Une vieille femme effleura la couverture en pleurant, un homme inspira profondément comme pour absorber un souffle invisible. Enfin, le jeune homme inconnu s'agenouilla devant Lucas. Il ne dit rien, ne toucha rien, mais soutint son regard quelques secondes qui parurent une éternité. Puis une larme roula sur sa joue. Il se releva, tourna les talons et disparut dans la nuit. On ne le revit jamais. Mais tous se souvinrent de l'expression de son visage, celle d'un homme qui venait de retrouver une raison de vivre. Céline, comprenant que son fils avait besoin de repos, le ramena dans l'appartement. Lucas s'endormit presque aussitôt, non d'épuisement physique mais d'émotion. Juste avant de sombrer, il murmura à sa mère, « Elle reviendra, maman. Pas de la même façon, mais elle sera toujours là. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Céline comme une promesse. Dans les jours qui suivirent, le quartier tout entier changea. L'appartement de Céline et Lucas devint un lieu discret de pèlerinage. Marie, une jeune femme en proie à une dépression sévère, trouva un nouvel élan de vie après ses visites quotidiennes. Jacques, un entrepreneur ruiné qui pensait mettre fin à ses jours, se remit à reconstruire son existence. À l'école, Lucas rayonnait d'une présence apaisante, Thomas cessa ses crises d'angoisse, Sophie recommença à sourire. Madame Dubois lança des repas communautaires, Monsieur Chêne des cours de cuisine, et Philippe des séances de soutien scolaire. L'histoire dépassa bientôt les frontières du quartier. Des lettres affluèrent, notamment celle d'un jeune homme de Lyon qui confia avoir renoncé au suicide après avoir entendu parler de Lucas. Marie s'inscrivit à la faculté de psychologie pour devenir thérapeute, Jacques créa une association d'entraide. Lucas, lui, resta le même. Il n'avait pas retrouvé l'usage de ses jambes, aucun miracle physique ne s'était produit. Mais il n'était plus défini par son handicap. Il se voyait comme un pont entre les êtres, une étincelle qui allume la lumière dans l'obscurité d'autrui. Chaque soir, il reprenait son chapelet, sans que la chambre ne s'illumine à nouveau. Mais il savait désormais que le miracle véritable n'était pas la lumière extérieure, mais celle qui brûlait en lui et dans tous ceux qui avaient été touchés. Dans un monde fatigué de doutes et de cynisme, Lucas rappelait à chacun que la vraie force ne consiste pas à briser ses limites, mais à les transcender par la grâce, la foi et l'amour.